Tous, bienvenue pour ce webinaire organisé à l'occasion de l'ouverture de la session de formation portant sur la conformité et assurance. C'est un nouveau programme de formation qui est porté en partenariat avec Dauphine Université. Nous sommes très fiers de ce nouveau partenariat à l'Institut du risque management. Comme vous le savez, l'Institut du risque management est la filiale de formation de l'Institut des actuaires. Et nous avons eu pour projet de proposer une formation complètement adaptée aux enjeux et aux besoins des assureurs. Donc, cette formation a été connectée au certificat conformité financière porté par Dauphine depuis plusieurs années. La particularité de notre partenariat réside dans cette volonté à la fois d'aller chercher des contenus sur ce certificat conformité financière et d'apporter des éléments plus spécifiques en lien avec les enjeux des assureurs, comme je disais à l'instant. Donc, quelques journées vraiment complètement dédiées et autonomes, portées par l'Institut du risque management, et d'autres journées de formation qui sont en commun avec le certificat conformité financière de Dauphine. Je parlerai, si ça vous intéresse, de ce certificat dont la session débutera en avril à l'issue de la présentation de Christophe Rabalan. Christophe Rabalan que je remercie devant vous parce qu'il a accepté de venir vous parler des enjeux et des perspectives liées à la fonction conformité dans le secteur assurance. C'est un intervenant qui des fidèles depuis quelques années maintenant et je le remercie encore une fois à la fois pour le travail qu'il a pu effectuer au sein du programme conformité et assurance et de sa fidélité au niveau de ses conférences. Il a notamment participé à la dernière journée à Deauville avec le SACI. Et son intervention a été fort appréciée. Donc, Christophe Rabalan, tu as été le directeur des maîtrises et des risques chez Maïf, puis directeur contrôle interne et conformité pour le groupe Massif AMA. Tu interviens au sein du certificat conformité et assurance depuis plusieurs années, l'ancienne version et nouvelle version pour la session d'avril. Tu as répondu à notre sollicitation qui concernait cette problématique liée à la fois enjeux et perspectives de la fonction conformité, mais aussi comment diffuser finalement la culture conformité au sein des organisations. Donc, je te laisse la parole et peut-être que nous allons publier le sondage que j'évoquais à l'instant, juste quelques secondes pour te permettre de voir qui est avec nous dans la salle aujourd'hui. Est-ce qu'on a la possibilité de voir ce petit sondage qu'on vous a proposé? Bon, en tout cas, Christophe, je te laisse la parole. Bienvenue et merci encore de ta présence. Merci Alexandra pour cette introduction et puis merci. Moi, je remercie l'Institut du risque management aussi de me faire confiance. Hein, c'est dans les deux sens. Alors, je vais vous présenter, on va dire en tout cas ma vision de professionnel de la fonction clé de vérification de la conformité ou fonction clé conformité. Je vois apparaître un peu qui, d'accord, secteur assurance, banque finance, sécurité. Bon, je vois, on va dire les trois grands secteurs assurance, banque finance, conseil audit, avec peut-être une prédominance assurance. Merci pour ce sondage et ce retour. Voilà. Moi, je vais vous donner ici, là, voilà, en une petite demi-heure. Je dirais, lorsqu'on dit effectivement les enjeux et les perspectives, c'est vraiment pour moi tous les thèmes les plus importants auxquels on va dire sont confrontés les directeurs conformité. J'y reviendrai, d'où l'importance de cette diffusion d'une bonne culture de conformité au sein des organismes.
peut-être, vous le voyez sur le sommaire, rappeler de façon très schématique quelles sont les missions de la fonction clé de conformité, les principaux enjeux en se disant maintenant à quoi ressemble une fonction conformité en 2023 actuellement et quels sont les principaux défis et changements qui sont attendus. Alors, slide suivant. Juste pour rappeler de façon schématique, je pense que si vous êtes dans le secteur, on va dire, vous connaissez l'article 46 de la directive Solvabilité 2. La fonction de conformité est logée au sein du système de contrôle interne. Alors, elle a un rôle de conseil, effectivement, sur l'application de la réglementation et sur toute évolution possible des changements de réglementation. Là, vous avez très rapidement, je ne vais pas le commenter, l'extrait du Code des assurances qui redit cet aspect. Peut-être en termes de commentaires, juste pour préciser, c'est bien sûr, comme les trois autres fonctions clés, une fonction de contrôle, bien sûr. Pour autant, j'allais dire, à l'instar de la fonction gestion des risques, c'est à la fois une fonction de contrôle, mais aussi une fonction de conseil. Et je vais y revenir, c'est un point très important auprès des directions générales, auprès des instances des entreprises et des groupes. Et puis, un des points quand même importants, c'est le dernier bullet point, c'est d'identifier et évaluer le risque de non-conformité. Je vais y revenir sur ce point parce que parfois on fait des confusions sur ces sujets de termes de conformité. Alors, slide suivant. Juste pour rappeler, dans les principaux thèmes de la conformité, on retrouve les sujets de sécurité financière. Là, je vais l'aborder un peu avec l'ALCBFT, auquel on va dire différentes directives, règlements auxquels nous nous sommes, on va dire, confrontés. Les sujets aussi relatifs aux embargos, les sujets d'éthique, avec notamment l'application de Sapin 2 au sein des groupes, les sujets de lutte contre la fraude, des sujets de protection des intérêts de la clientèle au sens très large. Ça comprend en particulier les sujets relatifs au contrat de déshérence, en tout cas en assurance vie, les sujets relatifs aux devoirs de conseil sur lesquels on va passer beaucoup d'amendes sur cette thématique. Les sujets aussi de protection des données avec bien sûr l'application du RGPD. Et peut-être pour rappeler, je mets ces sujets de conformité, ils varient d'un assureur à un autre. Alors, je ne connais pas sur le monde bancaire ou dans les autres secteurs d'activité. C'est un peu particulier. Si je fais un peu rapidement l'histoire, Solva 2 est sorti en 2009. Je pense qu'il y a eu dans des working papers, des consultation papers, parfois des centaines de pages écrites concernant la fonction actuarielle ou la fonction gestion des risques. Je pense qu'on ne retrouve pas plus de 3 ou 4 pages sur la fonction clé conformité. Assez bizarrement, on va dire quelque chose, une fonction qui semblera en déconformité, on pense juridique et tout est normé. Ben, pas du tout. J'allais dire, ça reste une certaine une marge d'interprétation. Pour exemple, je dirais ce que j'ai pu voir, lisez les SFCR des assureurs. Parfois, on voit que les thèmes de conformité ne sont pas les mêmes. Le sujet, par exemple, de fraude est pris au sens très large au sein d'un organisme. Je peux en parler au sein de Massif ou AEMA, c'est l'ensemble de la fraude qui est retenue dans le périmètre de la conformité. D'autres assureurs vont parler que c'est uniquement la fraude interne. D'autres ne le prendront pas directement en compte. D'autres vont placer les sujets de sous-traitance et d'externalisation au cœur de la conformité. Pas forcément chez ces assureurs, c'est pas qu'ils vont pas le traiter, mais ce sera pas dans les thèmes majeurs. Donc les thèmes varient entre chaque fonction conformité, aussi bizarre que ça. Pour autant, j'allais dire, ça c'est ce que on va dire vont gérer les équipes conformité. Pour autant, la fonction conformité, lorsqu'on prend l'article du Code des assurances sur la fonction conformité, on doit bien s'assurer que l'entreprise ou le groupe, on va dire, se met bien en conformité sur tous les thèmes de conformité. Et pour autant, je dirais, le directeur ou directrice conformité des entreprises, il gère pas tous les sujets. Par contre,
il s'assure que l'ensemble des sujets vont être traités. C'est pour ça qu'il y a des sujets qu'on généralement on ne traite pas, de type par exemple les sujets de droit social ou de droit fiscal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a déjà dans les organismes, et ça depuis je dirais, des dizaines d'années, il y a des spécialistes du droit fiscal, logés peut-être à la direction comptable ou à la direction juridique. Il y a des directrices, il y a des responsables en matière de droit social et tout ce qui est les réglementations IRP qui sont au sein de la DRH. Mais il y a plein de thèmes, comme j'aborde cela lorsqu'on parle d'intérêt de la clientèle ou LCBFT, des sujets d'éthique qui sont complètement transverses et sur lesquels une fonction conformité, en tout cas, traite ces sujets en plus avec des enjeux importants. Slide suivant. Merci. Alors, dans les principaux, on va dire, enjeux, bien sûr, c'est d'être je vais aller rapidement, mais être un appui, une force de proposition auprès des instances. C'est de pouvoir, on va dire, en tout cas, éclairer les instances dans un langage qui est, on va dire, accessible. Je prends un exemple, devant des administrateurs, si je parle de LCBFT, une classification des risques n'est pas une cartographie des risques LCBFT. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais il faut pouvoir vraiment éclairer de quoi on parle exactement et pas noyer, on va dire, je dirais nos dirigeants ou administrateurs sur des termes trop techniques avec X directives ou arrêtés, puisque on peut vite être noyé. Important aussi peut-être lorsqu'on est force de proposition, c'est de remonter régulièrement tout ce qui se passe au niveau de la conformité. Alors vous allez me dire, c'est tout, on va dire, fonction attachée à une direction générale, certes, mais c'est aussi de remonter sur ce qui se fait, les contrôles, les actions en cours, les plans d'action, particulièrement peut-être si des choses, on va dire, n'avancent pas ou ont du retard, puisqu'il y a quand même une responsabilité directe de la fonction clé conformité sur ces thématiques. Et puis, lorsqu'on parle contrôle, c'est tous les types, c'est pas que la CPR, c'est l'Agence française anticorruption pour la partie Sapin 2, c'est la CNIL pour le RGPD, mais c'est aussi des partenaires, puisque, on va dire, dans les groupes, on distribue des produits pour le compte de d'autres producteurs, par exemple, d'assurance. Ça peut être des partenaires, des sous-traitants sur lesquels, on va dire, on est extrêmement lié chez eux, ou eux-mêmes font des contrôles chez nous. Et l'un des points importants, vraiment, c'est bien sûr alerter en cas de besoin, bien sûr, sur des risques nouveaux qui peuvent apparaître, sur si certains plans d'action ne sont pas en rendez-vous. Donc, il y a vraiment un sujet d'éclairage, on va dire, auprès de l'exécutif sur tout ce qui fonctionne, bien sûr, tout ce qui est en cours, mais aussi tout ce qui peut, en tout cas, on va dire, je dirais, il y a des sujets qui peuvent être on va dire, en risque ou qui présentent des dysfonctionnements. Je pense que comment dire, c'est des sujets que vous voyez chez vous directement. Je vous apprends peut-être pas grand-chose, mais c'est important de le rappeler. Slide suivant. Alors, là aussi, c'est de donner, je l'ai évoqué, c'est de donner une vision réaliste des risques. Peut-être, je vais dire un gros mot, lorsqu'on parle conformité, j'entends dans les couloirs les collègues ou les confrères qui me disent « Ah ouais, c'est pour être en conformité ». Attention, on va dire, juste rappeler, je vais dire quelque chose, on n'est pas en conformité. Il y a je connais aucun organisme qui est en conformité avec la réglementation RGPD sur l'ensemble du périmètre. Si je prends des sujets d'archivage, si je prends certains sujets de traitement sensible, si je prends X cas de figure, on n'est pas en conformité. Mais j'allais dire, comme toute situation, on va dire, personnelle, on va dire, on n'est pas en conformité. Par contre, la mission de la fonction conformité, c'est d'organiser un niveau de conformité qui soit acceptable. C'est ça l'enjeu majeur. C'est pas être en conformité, mais c'est organiser un niveau acceptable de conformité. Et donc, on pilote et on gère des risques de non-conformité. Oui, parce qu'il y a la conformité. C'est bien l'objet d'une cartographie des risques de non-conformité.
qui est établi par, je dirais, les spécialistes, donc des équipes conformité. Ça peut être aussi avec les équipes juridiques également. Et puis, bien sûr, avec les spécialistes dans ces thématiques, ça peut être un responsable sécurité SI lorsqu'on est sur des sujets je dirais, RGPD, par exemple. Et puis aussi, on va dire, partagé cette fois-ci avec l'ensemble des parties prenantes, les directions réseau, les directions système d'information, les directions RH, et qui seront ensuite validées par les entreprises, qui sera validé ensuite par les instances dirigeantes. Organiser ce niveau, en tout cas, lorsqu'on a une cartographie, il faut pouvoir décliner qu'est-ce qu'on va prioriser, on va dire monter, on va dire en termes de niveau de conformité au sein d'un plan de conformité qui est validé annuellement par la direction générale. Bien se poser les questions lorsqu'il y a un plan de conformité, quelles sont les priorités, quels sont les axes, à quoi j'accepte de renoncer, de dire, OK, pendant 3 ans, je ne vais pas être complètement en conformité sur tel périmètre ou sur telle filiale ou sur telle direction et pouvoir le justifier. Le plan de conformité, c'est la priorisation, c'est la feuille de route, on va dire, pluriannuelle, mais aussi les raisons qui ont amené on va dire, en fonction des risques, on va dire ce que l'on va mettre en œuvre, les actions qui vont s'engager. Et c'est important juste de rappeler, ou tout au moins parfois on n'a pas, de mettre bien précisément les raisons qui ont poussé à l'établissement de ce plan de conformité. Et j'allais dire, il faut être opportuniste pour s'insérer dans une stratégie de groupe. Il faut peut-être accepter qu'il y ait des niveaux de conformité qui ne soient pas au rendez-vous, mais par contre s'inscrire un peu dans les plans de transformation de l'entreprise. Je dirais, c'est vu qu'on n'est pas en conformité, personne n'est en conformité sur tous les domaines, l'objet, c'est trouver le bon compromis entre la stratégie de l'entreprise, les risques, l'appétence au risque aussi, on va dire, certes, l'appétence au risque qui va être définie par la direction, mais l'appétence au risque aussi des parties prenantes. Je prends un exemple massif où on a eu le cas où on a organisé il y a quelques années la diffusion de tablettes auprès des commerciaux, des équipes commerciales. Dans ces tablettes, eh bien effectivement, on a pris du retard sur certains sujets de distribution en termes de conformité. Pour autant, le fait qu'il y avait un outil pratique, on va dire un peu nouveau pour les équipes commerciales, qui a été bien accepté, on a pu mettre des contrôles de conformité à l'intérieur de l'outil lorsqu'il s'est mis en place. Et donc, c'est ça, pouvoir trouver le bon moyen pour, je dirais, organiser la fonction de la conformité sans, j'allais dire, un peu comme Monsieur Jourdain, sans que on va s'en rendre compte, mais que ça va pouvoir un petit peu directement se mettre en place. Slide de suivant. Alors, c'est effectivement l'un des enjeux, c'est d'organiser une diffusion de culture de conformité au sein de l'organisme. Je dirais, là-dessus, c'est cette culture de conformité. Alors, vous allez me dire, c'est comme tous que ce soit pour on va dire, je dirais, pour toute fonction, on va dire, transverse, organisée au plus haut et au sein, une culture de conformité. Pour autant, c'est extrêmement important, j'allais dire, c'est un peu la base. Je peux vous dire, j'ai vécu l'expérience, et je ne dirais pas comment, mais une nouvelle agence commerciale qui se monte, on va dire, je dirais, à côté de notre siège social que j'ai connu. Et à un moment donné, je dirais, la responsable d'agence envoie un mail à tous les salariés pour dire une nouvelle agence est ici, venez nous rencontrer, on va vous proposer des contrats d'assurance. Mais là aussi, j'ai été obligé d'expliquer à la responsable d'agence, y compris même au niveau des responsables RH, de dire on ne fait pas ce type d'opération, on n'utilise pas les mails professionnels pour des opérations, on va dire, commerciales ou à des fins de prospection commerciale. Et là aussi, il y a des confusions. Donc, je dirais, il faut revenir à quelques basiques régulièrement par, là aussi, des supports, par des formations, par des newsletters, auprès des parties prenantes, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait naturellement, qui semblent de bon sens, et pour autant, on se met, on va dire, en risque de non-conformité. Ne pas hésiter, alors je le mets à intervenir dans des séminaires métiers, dans des CODIR, il faut occuper le terrain, diffuser des newsletters, communiquer.
Et puis rappelez aussi, parce que les sujets de conformité, c'est pas les sujets les plus fun, hein. Lorsqu'on parle de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, ça fait bondir personne, hein. On le voit que comme une contrainte, évidemment, à appliquer. Mais là, peut-être montrer aussi les quick wins qui sont faits. Peut-être qu'il y a des sujets relatifs avec de la fraude de la fraude externe qu'on a pu détecter. Il faut pouvoir valoriser ces sujets-là. Et là aussi, les sujets, il faut vraiment montrer ce qui avance, euh, donc et montrer ce qui se met en place. Il faut être plus percutant aussi. Là, pour moi, c'est une réalité. Quelle que soit la fonction de contrôle ou la fonction support, c'est ça, s'appuyer avec ses pairs. Donc là, évidemment, les trois autres fonctions clés de contrôle, hein, l'audit interne, la gestion des risques ou la fonction actorielle, sur lesquelles on a je dirais, on n'a pas le même prisme, mais on a plein de choses à partager, où on a des visions proches, où nos compléments vont être encore plus forts. Lorsque je vais venir avec la fonction gestion des risques sur telle thématique auprès de la direction générale, je pense on est beaucoup plus fort. Et puis, c'est avec le DPO, c'est avec le responsable sécurité SI, la direction juridique. Il y a encore d'autres parties prenantes sur lesquelles il faut s'appuyer. Et puis, ne pas hésiter aussi à ça aussi, mettre en place des comités de fonctions clés, peut-être sans forcément la direction générale, mais pour bien partager nos préoccupations, nos actualités, nos enjeux, tout ce que l'on peut voir des uns des autres, peut-être à la FFA, peut-être dans d'autres instances transverses. C'est extrêmement important, ce partage d'informations, on va dire, entre fonctions clés entre fonctions de contrôle. Slide suivant. Voilà. Alors, peut-être rappeler là aussi en termes de perspective, et pour moi, ça, c'est un des points importants. Si je fais une vision maintenant de manière macro, hein, depuis plusieurs années, je pense qu'on a un contexte d'inflation très fort, je dirais, de nos réglementations, hein, qui sont de plus en plus lourdes, hein. Si je prends la LCBFT, on était la 3e directive européenne en 2010. Maintenant, on est la 5e dans la mise en. C'est la 5e directive européenne qui est déclinée. On parle du paquet législatif, on va dire, de la 6e directive avec un règlement. Donc, on voit bien qu'il y a, à chaque fois, j'allais dire, hein, c'est comme Monsieur Plus, hein, Monsieur Balzen, on monte, mais il y a quasiment, on redescend jamais. Ça, c'est un premier point. Autre point, les sanctions en cas de non-application des lois, règlements, directives, on est souvent en pourcentage du chiffre d'affaires. Et pas, on va dire, en cas euros, millions d'euros. Je prends juste un exemple. Le RGPD, c'est 2018. Avant, en France, on avait la loi CNIL, la loi de 1978. On était à l'époque, je dirais, il y a 40 ans, un des pays les plus en avance au niveau de tout ce qui était protection des données personnelles au niveau européen. À l'époque, on va dire, il y a 8 ou 10 ans, l'amende était de 30 000 euros pour la CNIL, avec la loi de 78. Maintenant, c'est 4% du chiffre d'affaires. Vous voyez bien qu'on a changé d'envergure de manière très forte. Autre point qui se passe, c'est, je dirais en corollaire, c'est les amendes. Je vous mets l'amende maxi ACPR. Elle est de 50 millions d'euros, hein. Il y en a une en 2014, c'était pour des contrats de déshérence. C'était la LCBFT en 2018. C'est juste ça, vous allez dire, ah ok, on a changé de paradigme au niveau des sanctions, des montants. Autre point, on l'oublie, mais c'est beaucoup plus élevé à l'étranger. Je dirais, on est sur 50 millions d'euros, ok. Si je prends, par exemple, en 2015, la banque Barclays, pour je dirais, des sujets de manipulation du Forex, c'était 284 millions de livres. C'est déjà ancien. Si je prends, on connaît tous la BNP Paribas avec l'embargo qu'il y a eu, c'était 9 milliards de dollars. La BNP Paribas, c'était une amende sur de la réserve fédérale américaine de 246 millions d'euros pour une autre thématique. La Deutsche Bank, c'était 2 milliards de dollars sur une manipulation du taux interbancaire. C'est juste pour dire les amendes, alors je parle au niveau assurance, hein, je vois qu'il y avait des gens qui viennent du secteur banque ou finance que je connais moins, mais vous voyez bien qu'à l'étranger, les amendes sont beaucoup plus fortes.
Donc, je dirais, ne nous faisons pas, enfin, il ne faut pas se leurrer. C'est des choses, je ne peux pas dire la suite, mais la tendance, elle est très claire. Au niveau français, on peut aller, je dirais, les autorités de contrôle peuvent aller beaucoup plus loin en termes de montant de sanctions des amendes. Il faut juste l'avoir en tête. Ça a déjà monté et logiquement, je ne vois pas pourquoi ça ne monterait pas plus. Des effectifs renforcés dans les autorités de contrôle. Vous le voyez, hein, alors, c'est un peu grossier, hein, la CAM, on va dire, c'était que les assurances et mutuelles, c'était 200 personnes environ. Alors maintenant, il y a eu la commission bancaire qui s'est rajoutée, mais c'est plus de 1000 personnes. Hein. Vous voyez les effectifs de la CNIL, pareil, une augmentation de plus 50 ou plus de 50%, on va dire, voilà. Et c'est toutes les autorités de contrôle. Hein, l'ANSSI, qui s'est créé, on va dire, il y a maintenant environ 5 ans ou 4 ans, ils sont plus de 600 personnes actuellement, ça n'existait pas précédemment. Donc là aussi, des effectifs qui sont renforcés. Je ne mets pas des moyens qui sont renforcés. Hein, ils sont dotés d'outils. Lorsque une mission de contrôle de la CPR, ils utilisent des outils d'intelligence artificielle. Ils sont plus comme il y a quelques années, ils venaient, ils prenaient votre base client, vos opérations, qu'ils allaient triturer et faire tout ça. Non, non, ils ont des outils d'intelligence artificielle. Ils vont pouvoir remonter des scénarios, faire de la prospective, et donc c'est l'outil Lucia qui est utilisé. On a aussi, là aussi, en France, on le voit peu, il y a peu d'actions de groupe. Hein, je vais dire, tant mieux pour nous. Je ne connais pas la suite, mais on a des consommateurs qui sont mieux informés, exigeants. J'ai mis pour information les saisines de médiation, hein, on va dire en cas je dirais, avant contentieux. Vous le voyez, ça a été multiplié par 3 en 10 ans. Donc tout ça fait que, effectivement, il y a une pression du régulateur, des autorités de contrôle, des clients. Les autorités de contrôle sont beaucoup plus dotées. Il faut vraiment, ça c'est quelque chose quand même d'extrêmement fort. Et je dirais cette courbe, pour moi, elle ne peut que continuer en tant que telle. Voilà, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que, parce qu'on peut se poser des questions. Hein, on renforce les autorités de contrôle au sein de Bercy ou de l'État. Très bien, on a juste un État qui est quand même déficitaire, mais je suis pas là pour juger, je fais juste le constat. En tout cas, donc il y a des moyens supplémentaires qui sont dédiés. Slide suivant. Peut-être l'un des points quand même majeurs, bien sûr, pour, je dirais, des fonctions clés conformité ou des directeurs conformité, c'est effectivement obtenir des niveaux de moyens d'effectifs et qui soient, on va dire, suffisants pour répondre aux réglementations. Parce qu'on voit bien les réglementations montent en puissance. Et j'allais dire, nous, je fais un gros trait. On a tendance à être en retard. Hein, on subit au lieu d'être proactif. Je pense qu'il faut pouvoir communiquer donc régulièrement auprès de nos DG, de nos exécutifs, des CODIR sur les sanctions, on va dire, des autres confrères. Je dirais, je donne l'exemple de MMA, on va dire en assurance CARD. C'était une amende de 4 millions d'euros fin 2021 sur de l'IRD. Alors, autant on se dit LCBFT, assurance vie ou de la banque de l'épargne, ok, mais de l'IRD, eh bien oui. Et donc, ça monte en puissance, c'était un acteur de place. Et puis, je pense qu'il faut pouvoir échanger sur c'est quoi le coût de la non-conformité? Parce qu'on voit le coût, on va dire, on demande des moyens supplémentaires. On dit, bah voilà, il me faut X millions en consulting, il me faut X personnes supplémentaires, échelonnées et tout. Il faut juste poser la question, et ça coûte combien la non-conformité? Je pense qu'il faut bien renvoyer devant ce sujet-là. Moi, j'ai eu l'occasion de faire l'exercice dans un rapport ORSA, alors je parle pour les assureurs, faites un stress test de votre risque réglementaire. Imaginez, voilà, coupler un risque, je sais pas, d'une cyberattaque avec un contrôle de la CNIL, avec un montant probable d'amende, avec un plan d'action. Faites tourner, puis regardez par rapport aux autres stress tests. Ça peut être extrêmement éclairant. Alors vous allez me dire, c'est des hypothèses. Oui, enfin, c'est malheureusement, on voit de plus en plus de sanctions et de risques, cette fois-ci avérés. Posons-nous la question. Et puis j'allais dire, on est toujours dans un environnement économique de contraction, de maîtrise des frais généraux. Je pense qu'il faut rapporter là aussi les investissements avec les enjeux. Parce que vous allez me dire, OK, mais tout le monde n'a pas eu 10 millions d'euros d'amende, je sais pas, de la CNIL ou de la CPR, d'accord. Mais on le voit, je prends juste un exemple, puisque c'est du public et c'est récent. ING Bank sur la LCBFT,
une amende en 2021 de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, j'allais dire, c'est peanuts pour un groupe, pour une banque. Par contre, il y avait un plan d'action de 26 millions d'euros qui est mis en place. Cardiff Vie, toujours la LCBFT en 2021, une amende de 2,5 millions d'euros. Par contre, il y avait un plan d'action de plus de 30 millions d'euros étalé sur 5 ans. Donc, les sanctions, c'est une chose, mais ce qu'il va falloir déployer, mettre en œuvre, c'en est une autre, qui est beaucoup plus conséquent. Donc, ça met en perspective, hein, je peux vous dire, pour l'avoir vécu auprès des instances ou d'un conseil d'administration. Et puis, au-delà des coûts, il y a parfois des sujets où on est en incapacité, même si on a le budget, à se mettre en conformité dans un temps réduit. Parce que quand vous allez dire je déploie, on va dire, de nouveaux contrôles sur, je sais pas quoi, ma protection de la clientèle, peut-être qu'on va dire votre directeur commercial au réseau va dire, mais attendez, moi avec la DRH, mon plan de formation annuel, tout est booké, toutes mes périodes, j'ai le temps fort commercial, j'ai le nouveau produit, j'ai ceci, j'ai cela. Je suis incapable d'allouer 2 heures de formation à mes équipes commerciales sur le deuxième semestre parce que j'ai des temps forts et c'est pas possible. Ou c'est votre système d'information qui va pas être en capacité d'absorber. Vous êtes dans des montées de version, vous êtes dans une transformation de votre groupe. Et il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Donc là aussi, attention, au-delà des coûts, c'est la capacité à faire et à organiser de manière, je dirais, réaliste et pas qu'en coup de pompier, on fait une belle action parce que il y a eu le directeur général de telle filiale qui a dit, allez, on met le paquet, ok, on fait ça pendant 3 mois, 6 mois et ça s'arrête et ça se met pas à jour. Donc, c'est vraiment quelque chose, il faut pouvoir souligner ces aspects je dirais, de capacité à réaliser dans la durée des actions, on va dire, je dirais, de progression en matière de conformité. Autre slide. Et puis, j'allais dire, les fonctions de contrôle, on est un peu les champions pour vendre de la peur. Ça, faire peur, attention, peur à sanction, attention, on n'est pas en conformité, attention, hein, ça, le be careful, on est des champions. Je pense qu'il faut positiver aussi. Je pense qu'il y a des choses, à un moment donné, il ne faut pas que ça soit comme un mal nécessaire. Hein. C'est comme quand on va chez le dentiste, chaque année, il faut passer, effectivement, on fasse la révision annuelle. Si c'est vécu comme ça, c'est quand même, ça marche pas très bien. Ça passe pas très bien, on va dire, auprès de la direction ou auprès des équipes avec qui on travaille. Je pense qu'il y a des choses, il faut pouvoir en vendre, il y a des choses qui marchent. Je prends l'exemple, la directive distribution assurance en 2018, il y a eu Lipide qui s'est mis en place. Mais je peux vous dire, alors ça a râlé au début, hein, comment on le met en place, comment on norme, et qui est prêt, qui va éditer, qui distribue. Sauf qu'une fois que c'est mis en place, après, je dirais, j'ai vu plein de managers des agences commerciales, des nouveaux managers qui disaient ah ben c'est super, moi j'ai intégré le groupe il y a 6 mois, je viens d'un autre environnement. Ben, au moins, j'avais sur mes 15 produits à vendre, j'avais au moins une fiche très claire, synthétique, avec ce qui rentre dans les garanties, ce qui ne rentre pas dans les garanties, avec un langage compréhensible. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut positiver sur, on va dire, des sujets de réglementation qui se mettent en place. Ça vous permet aussi effectivement d'avoir je dirais, une meilleure visibilité et vous pouvez mieux piloter effectivement vos indicateurs de conformité, puisque si, on va dire, on n'est que, comment dire, les choses ne sont pas en place, d'avoir mis en place la conformité, ben, vous avez la gestion, par exemple, des délais, on va dire, en matière de réclamation, vous avez sur vos contrôles ce qui sort en réalité, OK, on a mis en place telle nouvelle procédure auprès des équipes, c'est quoi le taux de conformité, qu'est-ce qui ressort, quels sont les problèmes. Ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité. Et puis, la conformité peut être aussi un accélérateur pour transformer le process. Vous savez que, je ne sais pas quoi, avec la direction informatique veut mettre en place tel nouvel outil, mais les équipes ne sont pas prêtes. Vous avez un sujet de conformité, tel autre au niveau, je ne sais pas quoi, du marketing a aussi un sujet qu'il voudrait pousser. Peut-être qu'il faut pouvoir là aussi, je dirais, la conformité peut être comme d'autres, un accélérateur pour faire, on va dire, transformer, faire progresser, on va dire, vos process. Et puis, dans les perspectives, un des points qui revient tout le temps dans les sanctions et sujets majeurs, le KYC. Voilà. Le sujet de connaissance de la clientèle, alors c'est extrêmement large, hein. Ça va de la connaissance pure de votre portefeuille clientèle, on va dire, avec les sujets de profilage, les sujets de surveillance des opérations, les sujets de détection des opérations atypiques,
Tous ces sujets, vous les retrouvez presque dans toutes les réglementations, hein, que ce soit de la LCBFT, que ce soit du Sapin 2, que ce soit du RGPD, presque partout de ce sujet-là. Donc là aussi, les sujets de KYC sont, on va dire, si on peut mettre le paquet, parce que là aussi, vous allez être sûr qu'à chaque fois, ça sert pour telle réglementation, mais ça servira pour d'autres réglementations. Et puis, un des sujets que l'on a, c'est la gestion des ressources humaines. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a quand même des difficultés de recrutement. Alors, pourquoi des difficultés de recrutement? Ben, d'une part, ces sujets, j'allais dire, alors je parle, permettez-moi, j'ai presque 30 ans d'activité professionnelle. Comment dire, c'est pas très fun pour des jeunes qui sortent des écoles ou de la fac, ces sujets de conformité, de LCBFT, et tout ça. Je pense qu'il y a plein d'autres sujets du numérique, je dirais dans des startups, dans plein de domaines sur lesquels c'est beaucoup plus fun. Et donc, on n'a quand même pas énormément, je dirais, les équipes sont quand même plutôt, je dirais, on va dire, c'est pas le plus fun. D'autre part, pas mal d'acteurs sur le marché ont eu des sanctions, ont eu des contrôles, et là aussi renforcent leurs équipes, et donc vont capter des compétences spécifiques de conformité, et donc ce qui rend un peu plus dur. Et puis peut-être quelque chose qui est nouveau maintenant qu'on voit apparaître, qui se développe, lorsque j'en parle avec mes confrères, c'est dans la conformité. Est-ce que vous avez vu la conformité? Il faut des gens quel profil? Alors effectivement, c'est des gens qui ont plutôt des profils juridiques ou des profils contrôle. Ils viennent du contrôle interne, ils viennent de l'audit interne, ils viennent de l'audit externe, d'accord? Et on voit de plus en plus, parce qu'il y a tellement de nouvelles réglementations, de nouveaux projets à conduire, il faut une compétence de conduite de projet, de pilote de projet. Et très, très rares sont les personnes qui ont un peu les trois composantes au niveau du pilotage des projets qui est demandé. Voilà, j'ai été un petit peu plus long que prévu, excusez-moi, mais voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Voilà, je vous donne ma vision un peu de moi ce qui me semble les thèmes les plus importants actuellement pour les fonctions conformité. Et je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Christophe. C'était passionnant. Et on a déjà des questions dans le module Q&R en bas de notre écran. Je ne sais pas si tu la vois. On a une question de Julie qui aimerait beaucoup avoir des exemples concrets de missions à confier aux référents conformité en dehors des contrôles, bien sûr. Est-ce que là, tu as des exemples Ça à peut être, donner? il n'y a pas que des sujets de contrôle de conformité, ça peut être des sujets, mais je dirais, je l'ai évoqué, il y a des thèmes effectivement dans une conformité qui sont du pur contrôle de conformité, mais il y a des sujets aussi je dirais, de mise en conformité. Donc ça peut être, je sais pas quoi, je dirais des sujets de culture de conformité, parce qu'il va falloir, vos référents conformité vont peut-être faire de la conformité pour expliquer telle réglementation ou telle norme ou telle loi auprès des équipes. Ça peut être des sujets de plan d'action à décliner, à mettre en œuvre auprès des équipes. Et là, c'est pas du contrôle, on est véritablement, c'est comment je mets en place telle nouvelle procédure pour je sais pas quoi, pour la mise en place de la détection des personnes politiquement exposées en matière de LCBFT. Il y a plein de sujets, c'est pas que du contrôle, mais voilà, je vous donne ce qui me vient tout de suite à l'esprit pour l'avoir vécu. Mais c'est effectivement souvent dans le cadre de projets, de chantiers, comment je vais effectivement, soit c'est un peu les sujets relatifs à la culture, la formation, la culturation, soit des sujets relatifs à de la mise en place, de la déclinaison, de nouvelles procédures, je dirais pas de contrôle de conformité, mais des procédures de conformité. C'est très clair. Je revenais sur le sondage parce qu'on voit en fait, je ne sais pas si tu as vu Christophe dans le panel, on a quand même 76% des spectateurs là connectés qui répondent oui tout à fait à la question, êtes-vous sensible aux enjeux liés à la conformité? Donc ça, c'est quand même intéressant à observer, de se dire, après, ce qui serait intéressant, c'est de voir effectivement quel métier vous exercez les uns et les autres. N'hésitez pas à nous indiquer, pourquoi pas, votre métier au quotidien dans le module discussion. En tout cas, c'est tout à fait, ça va dans le sens de ton intervention aujourd'hui, Christophe.
Ouais, bah, écoutez, merci pour, en tout cas, merci Alexandra pour cette remarque très, très pertinente. Ah, ouais, bah, mais, enfin, oui, oui, effectivement, pour l'avoir vécu, on sent bien, en tout cas, une prise en compte de plus en plus forte de ces sujets de conformité dans les organisations. C'est une évidence. Après, il y a d'autres choses hein, qui font que, je ne l'ai pas évoqué, mais parce que lorsqu'on parle, je fais simple, là aussi, je fais que des raccourcis. Conformité, juridique, réglementation. Alors, il y a la sanction pénale. Oui, c'est une réalité. Il y a autre chose qui est le plus important, à mon sens. C'est le risque d'image. Le Mm. risque d'image, alors j'allais dire, ce que je vais dire, je ne vais pas l'écrire, mais s'il y a une sanction LCBFT, ça reste un peu, je dirais, dans du microcosme professionnel et ça touche pas forcément le consommateur lambda. Pour autant, lorsque c'est du RGPD ou c'est des sujets d'éthique, ouais, là, il y a un vrai sujet. Et c'est pour ça que je dirais, tout le monde est de plus en plus partie prenante sur ces sujets-là, puisque, ben, j'allais dire, faut voir aussi, là aussi, je fais un trait très, très grossier. On ne parlait pas précédemment de parcours client, on ne parlait pas beaucoup moins d'expérience utilisateur et tout ça. On voit bien que les sujets de fidélisation client sont au cœur de nos business, au Mm. cœur, d'accord. Et effectivement, ben, ce sont des sujets qui peuvent effectivement comment dire, ces sujets de sanctions, de publicité d'image. Là aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais pareil, il y a 10 ans, il n'y avait quasiment aucune communication des sanctions par les autorités de contrôle, ou très rare. Maintenant, c'est une arme quand même assez redoutable, ces autorités de contrôle qu'ils utilisent. Presque, enfin, on peut pas savoir, mais très souvent, effectivement, c'est quelque chose de très fort. Et je dirais pas tous, hein, ça dépend quel est le profil je dirais, de notre portefeuille clientèle, les uns et les autres, mais c'est un sujet sur lequel on a extrêmement, on va dire, on a tellement mis, je veux dire, on investit tellement, hein, quand je parle expérience utilisateur, mais j'allais dire au sujet RH, la notion d'expérience collaborateur, pareil, comment capter les bons talents dans nos groupes, c'est extrêmement important. On voit bien que le sujet de confiance et devient de plus en plus fort. Ça devient vraiment un peu un nerf de la guerre, on va dire, pour, on va dire, le développement du business. Mm. Alors, on a une question qui n'en est pas tout à fait une de la part d'un spectateur qui nous parle de sa thèse en psychologie appliquée dans les assurances et qui indique que dans sa thèse, le contrat d'assurance est perçu comme un contrat social. Alors, comment dire, oui, comment dire, j'ai pas, je sais pas répondre de manière précise. Oui, alors c'est vrai que le contrat d'assurance, il est quand même perçu, je dirais, le client qui prend un contrat d'assurance, il est se protéger. Je pense qu'il a, je dirais, pris conscience qu'effectivement, il est là quand même pour se prémunir lui-même, sa famille, ses biens, je dirais c'est pas qu'une contrainte, évidemment, c'est quelque chose. Il a quand même fait ce choix. Alors, mais c'est une assurance obligatoire, mais là ou bien, selon le niveau de garantie, il y a bien un choix qui est réalisé. Hmm. Une autre question, on en a pas mal, hein. On va essayer de répondre à tout le monde, de rester dans le temps imparti. On a un petit peu dépassé, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant, qui intéresse évidemment au sein de la communauté des actuaires, hein, puisque on en a beaucoup parmi nous là. Que pensez-vous du fait que certaines fonctions conformité se retrouvent au sein des directions audit internes? Alors, comment dire, moi, ça me semble pas un bon principe, mais ça, c'est ma vision personnelle. Je laisse le choix je pense que ça, c'est ma vision. Alors, j'imagine, en tout cas, c'est le secteur de l'assurance, la personne en question doit être confrontée. C'est toute petite entreprise sur laquelle il y a un peu un cumul de fonctions. Euh, je dirais parce qu'il y a peu de personnes, je sais pas quoi, il y a peut-être, j'en sais rien, peut-être 15 salariés chez cet assureur qui fait que c'est regroupé. Là, après, voilà.
mais c'est pas forcément un bon principe, c'est clair. Il vaut mieux, comment dire, que ce soit, on va dire, des personnes différentes. Hein, je l'ai évoqué, hein, on n'a pas le même prisme. J'ai pas la même vue que que mon collègue qui porte la fonction clé audit interne. On se rejoint beaucoup, mais j'ai pas exactement le même prisme. Et donc, je pense, parce que j'allais dire, il faut essayer de se mettre à la place du directeur général. Moi, je suis directeur général, mais j'ai envie d'avoir des gens qui ont des prismes différents et qui vont me dire où sont les zones de risque, les tendances, pour confronter, voilà, ou m'interroger. Mais j'allais dire, c'est comme moi, si j'ai un souci de santé, ben, je préfère avoir deux spécialistes ou trois spécialistes qu'un seul. Enfin, je fais là aussi un Mm. très grossier. On a une autre question, peut-être que ce sera la dernière. J'ai vu que Julien avait levé la main, mais il n'y a pas de question associée. En revanche, on en a une dans le Q&R. Peut-on dire que la conformité est une sous-fonction de la fonction de gestion des risques? Si oui, la fonction de gestion des risques dans son ensemble doit-elle être séparée de la fonction conformité? Alors, moi, je reviens sur enfin, deux choses. Je reviens dans le monde de l'assurance, mais je crois que c'est, alors je connais pas, le monde bancaire, je pense que c'est assez proche, hein. Mm. La fonction clé conformité, elle est différente de la fonction clé gestion des risques. Et pour moi, elles doivent être indépendantes. Ça, en tout cas, c'est ce que nous dit Solva 2. Ça, c'est le premier point. Par contre, la gestion des risques de non-conformité, elle s'insère dans une gestion des risques au niveau global. La gestion des risques de non-conformité, le risque de non-conformité est un sous-ensemble du risque opérationnel et le risque opérationnel lui-même est un sous-ensemble de l'ensemble des risques, hein, les risques de souscription, marché, enfin, et les autres. Voilà, je pense qu'il faut. On a une approche qui est vraiment une cartographie des risques. Alors, c'est pas forcément le même outil, le même prisme, mais c'est une cartographie des risques. Hein. Comment je risque impact fois probabilité. Enfin voilà, on peut prendre d'autres termes et tout, mais c'est toujours la même chose. Les prix ne sont pas les mêmes. Idéalement, tout ça, c'est que ce soit globalement cohérent. Et c'est vrai que si je prends là aussi, dans un rapport ORSA de la gestion des risques, on va mettre les risques majeurs, les principaux risques, différents risques, dont un ou des risques de non-conformité. Merci, on va être obligé de couper ce webinaire, mais ce que je vous propose, c'est de récupérer l'ensemble de vos questions parce qu'on en a eu quelques-unes là et on n'a pas répondu à toutes, mais on s'est engagé sur un timing, donc il faut le respecter. On va reprendre toutes vos questions par écrit, on a la possibilité de le faire dans notre classe virtuelle, on va y répondre par email si vous le voulez bien. On va aussi vous transmettre le support de cette présentation. Qui vous apportera à la fois sur l'intervention de Monsieur Rabalan, mais aussi à la fois sur la formation certificat conformité et assurance qui est en lien avec ce cycle de conférences. Si vous avez donc des questions sur le programme de cette formation, n'hésitez pas également à nous contacter. N'hésitez pas non plus à consulter le site internet de notre partenaire Dauphine, qui a un site qui est très bien fait. Vous aurez la possibilité de télécharger le programme, le formulaire d'inscription, le calendrier de la formation, donc 9 jours de formation distribués entre le 21 avril et fin juin. Pour le moment, nous avons bien les dates dispensées par l'Institut du risque management qui sont bien posées, que vous pouvez consulter sur le site. Et nous avons les dates de Dauphine qui vont être très prochainement annoncées sur cet espace. Donc, à retenir la période de formation, avril-juin, de toute façon, en présentiel. Ça, c'est important aussi, puisque vous avez vu qu'à l'Institut du risque management, nous dispensions aussi des formations en hybride et en distanciel. Là, cette formation, nous avons fait le choix de la présence.
Je vous remercie pour évidemment toutes vos interventions. On a encore des questions qui sont en train d'être formulées. N'hésitez pas à les formuler. On va laisser ouvert un petit peu la classe là pour pouvoir exporter l'ensemble de vos questions, y répondre. Et encore un grand merci, Christophe, pour ton intervention qui a suscité beaucoup d'intérêt, on le voit. Et à très bientôt pour la formation. Donc, on se retrouve en avril, puisque je crois que tu fais partie des premiers à intervenir sur le programme. Fin avril. Voilà. Donc, à très bientôt. Merci à vous, merci. Et puis, ravi que, je dirais, cette formation, on va dire, suscite en tout cas, là, je vois la présentation, pas mal de questions, tant mieux, voilà. Et bonne continuation à vous tous. Merci. À très bientôt. À très bientôt, au revoir.